Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens avec ma fameuse vidéo d'après-voyage. Je vais vous faire un récapitulatif du voyage que j'ai fait en fin d'année. Et faire vraiment une analyse du voyage, les conditions, les avantages, les inconvénients, comment l'idée m'est venue. Il y a des choses que vous savez déjà, surtout pour mes fidèles abonnés qui me suivent depuis longtemps. Et il y a d'autres choses que je vais devoir réexpliquer quand même pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Parce que même si j'ai pas trop d'abonnés, j'ai vu quand même des nouvelles personnes. Et je me dis quand même, je vais prendre le temps quand même de bien réexpliquer quand même. Et ouais, voilà, faire une grosse vidéo d'analyse. Je vais essayer de pas dépasser les 40 minutes, 1 heure, grand max. Après, j'ai envie aussi de faire une autre vidéo sur tout ce que je retiens de ce voyage, la situation actuelle en France, toutes les polémiques, tous les trucs et tout. Voilà, j'ai pas envie d'être trop barbante ou d'être trop... Enfin, j'ai pas envie... En fait, j'ai pas envie de blaser les gens avec des choses déjà qu'on entend, que plein de personnes réalisent et tout. C'est pas mon but, mais quand même, je me dis quand même vraiment... Limite, j'ai l'impression que c'est inévitable en fait. À l'heure actuelle, c'est inévitable. Qu'on le veuille ou non, vraiment, depuis quelques années, là, c'est monté crescendo. Il s'est passé vraiment plein de choses qui font que on est amené à devoir faire des choix, quelle que soit l'origine, quel que soit l'âge, la situation. Il y a plein de personnes en France qui sont amenées à faire des choix de vie, à se remettre en question. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu comme le confinement. Pardon. C'est un peu comme le confinement, mais en mode... Non, pas le confinement. Vous savez, la période un peu genre Corona, Covid, quoi. Mais avec plein d'autres choses en même temps. Vous voyez, à l'époque du Covid, c'était juste le virus, les gestes anti-barrières, les points de contact. Avoir un minimum d'espace, les trucs d'hygiène, et nanana. Mais là, c'est vraiment tout en même temps, en fait. C'est pas juste la santé. C'est pas juste la santé ou des personnes qui risquent de mourir. Là, vraiment, déjà, c'était une période très froide et très tendue. Là, c'est vraiment tout en même temps. T'as l'impression que c'est... Allez, juste pour citer les grandes lignes, c'est politique, crise économique, crise sociale, choc des civilisations. Il y a quoi d'autre? Guerre des sexes. Jeunesse en perdition. Jeunesse sacrifiée. Wokisme vs... Enfin, il y a plein de trucs, plein de catégories de personnes, différents groupes, différentes situations. Il y a même aussi le climat. On n'est vraiment pas épargné parce qu'il y a le climat aussi, avec quand il fait très froid en hiver, des fois il y a trop de neige, donc pour la circulation c'est compliqué. Il y a des gens qui ont du mal à se chauffer, les personnes qui sont dehors, elles ont plus de risques de mourir malheureusement. Quand il pleut, il y a des risques de tornades, de tempêtes. Et quand il fait très chaud en été, il y a des risques de canicule, d'incendie. Donc vraiment, en fait, on est dans un... Il n'y a pas... Avant, il y avait un certain équilibre. Là, vraiment, tout est démultiplié, en fait. Tout se passe de manière exponentielle. C'est plus juste des petits problèmes. C'est vraiment des problèmes qui s'aggravent de plus en plus, en fait. Et donc, moi, je pourrais pas rentrer dans tous les détails, mais je suis consciente vraiment que... Je suis consciente vraiment que, voilà, s'il y a bien des projets ou des choses à mettre en œuvre, c'est maintenant, parce que j'ai l'impression que là, plus le temps il va avancer, plus ça va être compliqué. Voilà, la différence avec le Covid, c'est qu'on pouvait pas vraiment l'anticiper, à part pour les gens qui étaient vraiment très complotistes. Mais là, on a encore une petite chance d'anticiper certaines choses d'ici 2027. Parce que vraiment, je vois que tout le monde parle de 2027. Élection 2027. Moi, je vous avais dit aussi que j'avais vu un film qui m'avait beaucoup marqué, le film Les Fils de l'Homme.
Un film un peu apocalyptique comme ça, dans lequel, pareil, il y a toutes ces questions-là que je viens d'aborder. Sauf que c'est un cadre encore plus tragique, parce que le seul pays au monde qui est encore un peu libre, c'est l'Angleterre, je sais pas pourquoi. Tous les autres pays, c'est le bordel. Il n'y a plus aucun être humain de moins de 18 ans, il n'y a plus d'enfants, plus d'adolescents. Les femmes ne peuvent plus faire d'enfants. Ça se passe en 2027, et voilà. Le personnage principal sont des personnes qui essayent de fuir pour trouver un endroit libre. Bon, après je vais pas tout vous raconter, mais vraiment c'est plein de problèmes en même temps, et dedans aussi, il y a l'armée, il y a beaucoup de soldats, il y a des personnes qui sont d'extrême droite, et il y a des personnes aussi islamistes, mais vraiment genre terroristes. Quoi. Et t'as aussi encore une quatrième catégorie de personnes, c'est des migrants. Des migrants qui ont été chassés, qui sont enfermés dans des cages et tout. Bon voilà, je vous remettrai le titre, même peut-être une image, voilà, parce que vraiment c'est un film malheureusement qui risque d'être prémonitoire, j'espère pas, mais en tout cas vaut mieux le voir pour vraiment prendre conscience de la situation. Et en plus maintenant il est disponible. Avant il était payant, maintenant il est disponible sur certaines plateformes que je vous mettrai peut-être même en bas. Après je me dis, même si dedans c'est en 2027, il se peut que ça arrive, ils sont tellement vicieux parfois qu'il se peut que ça arrive dans 5-10 ans. Mais malheureusement il y a de fortes chances que ça arrive, voilà. De la même manière que, moi je savais pas, mais il y a un film qui s'appelle Coronavirus. Il y a le film I Am Legend dans lequel il y a des points communs avec des choses qui se passent maintenant. Il y a le film iRobot aussi je crois. Il y a plein de petits films comme ça, ou même 2012 par exemple, même si le 2012 il s'est rien passé, moi j'ai remarqué que depuis cette date-là, il s'est passé plein de choses qu'on n'avait jamais vues auparavant. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui prenaient ça à la légère et tout, et moi j'avais remarqué que, certes il s'est pas passé quelque chose ce jour-là, mais depuis ce jour-là, il s'est passé plein de trucs bizarres. Donc, ça veut dire que dans tout, malheureusement, il y a des signes, et voilà. Et j'ai l'impression qu'il y a que certaines personnes qui sont un peu éveillées, qui pourront se protéger et s'en sortir de tout ça. À quelques détails près. Voilà, parce que je pense que c'est international, mais il y a peut-être certains endroits qui seront épargnés. Enfin, voilà, je pense qu'il y aura différentes choses, en fait. Et j'ai l'impression que les plus gros risques, c'est surtout en Occident. États-Unis, Europe, Russie, peut-être la Chine aussi. Vraiment, c'est toute la partie nord, on va dire. Je pense que c'est eux qui sont le plus en danger, parce que... Bon bref, je vous mettrai toutes les chaînes que j'avais vues, que ce soit de complotisme, même des théories de Julie Jaïni sur la fin des temps, tout ça je vous les mettrai en bas, parce que si je commence à rentrer dans les détails, c'est trop long. On va revenir sur ce que j'ai fait, et les leçons que j'en tire, et qu'est-ce que j'envisage de faire pour le futur, dans une première vidéo. Et dans une deuxième vidéo, je parlerai un peu de tout ça, et aussi, surtout, beaucoup... Ça sera beaucoup centré sur l'immigration, les immigrés de manière générale, les enfants d'immigrés, les différentes générations, quel avenir et... ouais voilà, un peu, en fait avec tous les documentaires que j'ai vus, parce que je sais pas pourquoi mais depuis 2 ans là à peu près, je fais que regarder des documentaires, vraiment, surtout. Je sais pas pour vous mais moi je fais que regarder des documentaires et des débats. Et des films soit autobiographiques, soit historiques. Bon, de temps en temps des romances, des comédiens, quand même. Hollywood, tout ça. Mais vraiment, j'essaie vraiment de m'informer au maximum. Parce que vraiment, il y a trop de choses. Et ça va très vite. J'ai l'impression que nous, notre génération, malheureusement, on peut pas être trop dans l'insouciance comme dans les années 80 et tout. On est obligé vraiment de réfléchir par rapport à tout ce qui se passe en fait. Voilà. J'ai pas envie de trop vous faire déprimer, mais c'est la leçon que j'en tire par rapport à plein de choses que j'ai vues récemment. Voilà. Donc, je commence. Je vais essayer de pas être trop long. Donc, j'ai voyagé
de début allez, les dates exactes, je crois que c'était le 6 novembre. J'ai fait un voyage du 6 novembre 2025 au 9 décembre 2025. À la base, je voulais juste faire un petit voyage de 2 semaines, pas plus. Mais après, j'ai bien réfléchi, je me suis dit, quand même, c'est pas rien quand même d'aller dans un pays aussi éloigné. Donc je me suis dit, la première fois, j'avais pas eu le choix, j'avais pas eu trop le choix. Là, cette fois-ci, j'ai eu le choix. J'avais plus ou moins les moyens quand même si j'ai dû un peu serrer les dents des fois, mais j'avais les moyens. Donc je me suis dit, non, vraiment, cette fois-ci, vaut mieux prendre une bonne période, ni trop longue, ni trop courte, mais qui puisse me permettre de voir le maximum de choses possibles. Voilà, de vraiment faire le tour de tout ce que je peux voir, tout ce que je peux apprendre. Et comme ça, je pourrais mieux me décider sur l'avenir, en fait. Parce que j'avais besoin vraiment de voir si vraiment mon projet il est faisable ou pas, parce que comme pour beaucoup de gens qui me suivent sur ma chaîne depuis un moment, en fait moi j'aimerais bien m'expatrier. J'ai mis du temps à vraiment confirmer cette idée, rien que l'idée, hein. Parce qu'au début, vraiment au début, quand j'étais au lycée, étant donné que les premiers voyages qu'on avait... Non, même pas, c'était pas nos premiers voyages. Première fois que j'avais pris l'avion, juste pour faire une petite parenthèse comme ça, pour bien expliquer. Première fois que j'avais pris l'avion, c'était à l'âge de 10 ans, en 2023. Bon, j'aurais pas dû dire la date, mais bon. Début 2000, à l'âge de 10 ans, au Congo RDC, avec les parents, avec la petite sœur, on était 4. On était parti, parce que je me rappelle un peu de certains noms de quartiers, on était parti à Matete, un quartier dans lequel ma maman elle a grandi. On était parti à Massina, je crois. Ouais, c'était Massina. Massina, c'était le quartier de notre père. On était parti aussi à Njili, parce que il y avait la grande sœur de notre mère. On était parti aussi à Mongafula, dans le quartier de l'aîné de notre mère. Et c'est un beau quartier avec plein de pavillons, des villas, des grandes maisons. Et c'est vrai que l'aîné de ma mère, il a beaucoup galéré quand il était petit, mais par la grâce de Dieu, il a eu une bonne situation, une bonne carrière. Il a eu beaucoup d'enfants aussi. Et à un tel point que lui, par exemple, il venait en Europe que pour faire des affaires. Vous voyez, il est jamais vraiment resté trop longtemps. Ils avaient une grande maison avec portail, avec chauffeur, femme de ménage, ferme. Enfin, il est propriétaire de la ferme de la famille. C'est vraiment une grande ferme, genre c'est vraiment un grand parc avec des paysans qui s'occupent des animaux, avec des lacs. Apparemment, il y a même des animaux un peu sauvages cachés et on pouvait pas trop y aller parce que c'était un peu dangereux. Il y a le cimetière familial aussi. Je sais qu'il est un peu dans tout ce qui est permaculture aussi. Il fait pousser des fruits, des pastèques, des cannes à sucre, plein de trucs. Et dans sa maison aussi, derrière, il y avait même une petite maison pour la mamie de sa femme, qui est décédée. Et il y avait même une sorte de dépotoir dans lequel on n'est pas resté parce qu'il y avait plein de voitures abandonnées, des pièces de mécanique, tout ça. Enfin bon, bref, notre oncle, il est un peu touche à tout. Et donc on était resté là-bas. Et voilà, c'est pour ça que je me rappelle, parce que ça m'a tellement marqué que je suis obligée de m'en rappeler en fait. Je suis obligée de m'en rappeler, donc voilà, ça reste des souvenirs. Et ouais. Et j'ai le souvenir aussi que nos parents, quand même, ils avaient beaucoup galéré, ils avaient fait beaucoup d'économies. Je crois vraiment dans les dépenses, c'était dans les 2000, 3000. Parce que les billets par personne, ça devait être au moins 600, 700 aller-retour. Et on avait vraiment ramené des grosses valises, des gros conteneurs avec plein de choses, que ce soit pour la famille, pour faire des affaires, revendre, tout ça. Et c'est vrai que ça va vite, hein. Moi, ne serait-ce que notre mère, j'étais choquée l'année dernière. Elle vend des petites bricoles un peu, vous voyez, elle aime bien les vides-greniers et tout. Et l'année dernière, elle nous a choqués en l'espace de 10 jours. Rien qu'avec des petits objets de la vie quotidienne, même nos habits qu'on recycle, tout ça. Elle avait vendu pour à peu près 1000 $. 1000 $ en, allez, 2 semaines comme ça.
J'étais choquée, je me suis dit, est-ce que c'est toi qui... Parce que, bon, je pense quand même qu'elle doit pas vendre plus de... Allez, elle doit vendre 5 dollars, 10 dollars, 20 dollars. Mais je me suis dit, quand même, les gens, ils achètent à Sopin. J'étais choquée. Bon. Après, je me suis dit, tant mieux pour elle, hein, mais j'étais choquée. Je me suis dit, ah bon. Ah ben, et je trouve... enfin, bref, c'est triste, ça montre à quel point, tu vois... voilà. C'est vrai qu'il y a certains avantages à venir d'Europe. C'est que les gens, ben, dès qu'ils voient des choses qui viennent d'Europe, ils se disent que ça sera forcément de qualité, nanana. Alors que là-bas aussi, il y a des choses. Hein. Mais voilà. C'est vrai que sur certains points, on peut avoir certains avantages par rapport à ça. Bon, là maintenant, je referme la parenthèse. Après, j'ai eu la chance d'aller à Barcelone en 4e en voyage scolaire avec des amis. Ça, c'était mon grand frère, j'oublierai jamais, mon grand frère, il me l'avait offert, c'était 400 € à l'époque. Parce que lui-même, il était fan de Barcelone, il était fan de Ronaldinho, tout ça, il avait plein de trucs de Barcelone. Il avait eu la chance d'aller au Brésil et en Tunisie avec ses amis. Et il m'a dit, tu sais quoi, vas-y, je vais te payer ton voyage, comme ça, toi aussi, tu vas voir qu'est-ce que ça fait de voyager. Et sans s'en rendre compte, ben, il m'a donné le goût du voyage, parce que moi, je pensais pas du tout que je serais du genre à voyager. Et en fait, en faisant ça, ben, il m'a donné envie de voyager quelque part. Parce que j'ai trop aimé Barcelone, même si c'était quoi? C'était 4 jours, je crois. C'était vraiment très court, mais j'ai trop aimé. J'ai pu voir des monuments de Gaudi, j'ai vu la Sagrada Familia, j'ai vu les Ramblas, j'ai vu le parc Güell, c'était mon endroit préféré, avec les mosaïques et tout. Et on a vu aussi le Camp Nou, on a vu le stade Camp Nou, on pouvait même acheter des souvenirs. Bon, on a été hébergés chez des Espagnols et tout, enfin ça nous a fait des souvenirs comme ça. Et ça m'a donné le goût du voyage. Et je me rappelle quand j'étais au collège ou au lycée, je disais toujours, moi dès que je finis mes études, faut que j'essaie d'aller vivre à Barcelone, Donc au début, je me voyais même plus vivre dans d'autres pays d'Europe en fait. Enfin, je me disais que j'allais essayer de faire des choses différemment un peu. J'avais pas envie de faire comme tout le monde, j'avais envie de voyager, d'aller un peu ailleurs, de tenter ma chance ailleurs et tout. Après, quand j'ai vu que en Espagne, il commençait à y avoir des problèmes avec l'immigration, les clandestins, j'entendais je voyais qu'apparemment ils en avaient marre des étrangers, tout ça, je me suis dit, ah ouais, en fait non, l'Espagne, laisse tomber. Après, j'ai eu une période où j'ai été attirée un peu par l'Amérique du Sud, tout ce qui est Cuba, tout ça. D'ailleurs, j'aimerais toujours y aller, Cuba, Brésil, tout ça, si Dieu le veut. Et après, je me suis dit, mais en vrai, en Afrique, il y a pas mal de bons pays aussi. Hein. Parce que je suis tombée sur un documentaire sur l'Afrique du Sud, pardon. Je crois que c'était sur Arte, un truc comme ça. Tu sais, je faisais le tour des chaînes comme ça. Et ouais, j'étais ado. Hein. Et ouais, j'étais ado, c'était ma période lycée. Et ouais, c'était la période où aussi, à la bibliothèque, j'arrêtais de prendre des BD. J'aimais bien prendre des BD, des livres des records sur les Guinness records. J'aimais beaucoup les encyclopédies historiques et tout. D'ailleurs, peut-être un jour, je ferai une vidéo sur ça. Tout ce qui était Égypte antique, les personnages célèbres qui ont marqué l'histoire. J'ai toujours été attirée par des choses comme ça. Et après, je me suis dit, bon, même les mangas, tout ça, après, je me suis dit, bon, va falloir s'arrêter un peu, va falloir passer aux choses sérieuses. Et je me suis dit, pourquoi pas prendre des livres un peu sur des biographies de personnages célèbres, sur des pays, voilà. Des livres sur vraiment toute l'histoire d'un pays, les différents événements qu'il y a eu, tout ça. Et des fois, je prenais des livres je prenais des encyclopédies sur l'Afrique, sur l'histoire de France, sur les personnages qui ont le plus marqué telle période, des livres sur les maths, parce que j'ai eu une période aussi où de toute façon, je devais apprendre des formules de maths, je devais apprendre aussi des personnages, des mathématiciens, des scientifiques, tout ça. Donc, je me suis intéressée un peu à tout. Et j'ai eu une période aussi où je commençais à m'intéresser un peu à l'afrocentrisme, pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Et là, après, je faisais que prendre des livres sur l'Afrique, sur les Caraïbes, sur les pays qui ont le plus marqué l'Afrique.
vraiment sur tout ce qui pouvait toucher à la culture noire, sur les Afro-Américains, sur même après sur les Amérindiens aussi, des personnages comme Geronimo, Buffalo Bill, tout ça. Bon, après je me suis dit bon, il va falloir se focaliser un peu parce que on n'est pas un ordinateur et tout, donc je me suis dit je vais me focaliser sur certains pays d'Afrique. Donc comme je vous ai dit, je suis tombée sur des documentaires sur l'Afrique du Sud et j'ai vu des paysages avant même de voir la capitale, avec des gratte-ciel, des bâtiments ou quoi, rien que les paysages, avec les chutes d'eau, les différents animaux, les différentes maisons avec les couleurs, bon il y avait des bidonvilles et tout, il y avait le côté tragique aussi de l'histoire, mais rien que les paysages, je restais comme ça, je me disais mais c'est trop beau. Je me disais mais pourquoi nos parents ils nous ont jamais montré ça? Parce que même au Congo, on avait vu plein de trucs, on avait vu des paysages, il y avait de l'ambiance partout, il y avait de la chaleur, plein de bonnes choses, vraiment plein de bonnes choses aussi. La famille, partager des plats avec la famille, échanger avec eux et tout, faire des danses, écouter des musiques, tout ça. Mais j'avais pas vu les mêmes paysages que l'Afrique du Sud, quoi. Nous, on avait vraiment vu quelques endroits. On n'avait pas vu vraiment les endroits les plus impressionnants. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais il y a trop de belles choses à voir, en fait. Et ça m'a ouvert les yeux et ça m'a donné une autre vision de l'Afrique. Parce que malheureusement, moi, j'ai jamais vraiment été complexée par rapport à l'Afrique. J'ai toujours été intriguée. J'ai toujours été intriguée par plein de choses. J'ai toujours été curieuse. J'étais du genre un peu bébête étourdie, mais j'ai toujours été curieuse. Je me rappelle que, même par rapport à l'islam, j'avais 7-6 ans, j'étais une chippie. Des fois j'étais mignonne, mais des fois j'étais chiante aussi. Et un jour, voilà, on avait des amis de toute origine, et un jour, à une amie qui était franco-maghrébine comme ça, d'ailleurs je sais même pas qu'est-ce qu'elle est devenue, j'avais dit, ouais, Laetitia... tu sais, enfin, bon, elle avait un prénom français, mais elle était mélangée un peu. Et je lui avais dit, ouais, mais tu sais pourquoi... Est-ce que tu sais pourquoi les femmes arabes, elles portent des longs voiles et tout? Parce que la dernière fois, on était partis au parc avec maman, et j'avais vu des femmes arabes avec, tu sais, vraiment les longs voiles, vraiment, où tu vois que les yeux, c'était tout noir. Et c'était vraiment vrai, parce que on habitait à Basse-Combo et tout, et il y avait une période où il y avait deux couples comme ça, de personnes. Moi, je pensais qu'ils venaient d'Afghanistan et d'Arabie Saoudite, parce que je me disais, mais j'avais jamais vu de Maghrébins porter le niqab, des grosses barbes et tout. Et donc, c'était vraiment les premiers musulmans vraiment très pieux que j'avais vus, je pense. Et donc, vraiment, les femmes elles montraient que leurs yeux et tout. Et je me rappelle même que à un moment, il y avait un bébé d'une femme voilée qui avait couru vers la rue. Et la rue, elle était en pente comme ça. À tout moment, il y avait des voitures qui pouvaient arriver. Et j'ai tellement flippé. Et comme j'ai vu que tout le monde était assis, et j'ai vu que la maman s'est levée, et je me suis dit, la pauvre, elle va pas courir comme ça avec son voile. J'ai pris mes claquettes vite fait, et ouais, j'avais 10 ans, je crois. Et j'ai couru, je suis partie prendre son bébé. Après, je l'ai ramené. Elle m'a dit... elle m'a fait comme ça et tout. Et je me rappelle que même ma mère, elle aimait pas ça. Elle était là en mode, mais... Tu vas où? Tu vas où? Laisse ça. Parce qu'en gros, elle avait peur que, en voulant aider les autres, je me mette moi-même en danger. Et je lui ai dit, je sais ce que je... Genre, en gros, je lui ai dit, attends, c'est bon, j'arrive. Et je suis partie vite fait parce que, des fois, on était dans des situations comme ça où quand on était dehors, on jouait ensemble. Ça arrivait parfois qu'il y ait des enfants qui aillent au bord de la route, qui lancent un ballon trop loin. Et là, il n'y avait même pas de ballon, rien. C'est juste la petite, je sais pas pourquoi. Elle a couru vers la route, peut-être parce qu'elle était intriguée, elle était attirée par quelque chose. Et à tout moment, il y avait des voitures qui pouvaient arriver. Et je suis partie la prendre et la ramener. Enfin, c'est un des souvenirs qui m'a le plus marqué. Et donc après, j'avais dit à Laetitia, ouais, mais pourquoi il y a des femmes arabes, vraiment, elles montrent rien, elles montrent que les yeux. Et je sais pas pourquoi elle m'avait dit, mais... elle m'avait dit, mais c'est pour se couvrir du sable, parce que la plupart, elles viennent du désert, et il y a trop de sable, et c'est pour se couvrir du sable. Et je suis restée comme ça, je me suis dit, bon, d'accord, mais j'avais l'impression qu'elle m'avait répondu à l'arrache. Et je me suis dit, tu sais quoi, bon,
peut-être un jour je me reposerai la question, et c'est ce qui s'est passé quelques années plus tard. J'ai recherché sur internet, YouTube, après je suis tombée sur des imams, je suis tombée sur des vidéos qui m'ont ouvert les yeux sur l'islam. Mais bon, ça c'est une autre histoire, j'en parlerai une autre fois. Mais c'est vrai que moi j'ai toujours été curieuse. Et en fait la curiosité c'est la double tranchant. Des fois c'est bien, mais faut savoir doser aussi, parce qu'être trop curieux c'est pas bien. Voilà. Donc j'ai d'autres souvenirs un peu bizarres aussi. Parce que des fois j'étais un peu trop curieuse. Mais ça je veux pas les raconter. Voilà. Parce que je vais pas raconter toute ma vie. Donc je reviens sur le voyage. Donc voilà, après j'ai eu la période où je me suis intéressée aux pays d'Afrique. Donc les premiers pays qui m'ont marqué, Congo RDC, Afrique du Sud, Égypte, parce qu'il y avait beaucoup de monuments, Éthiopie, parce que c'était un pays aussi dans lequel il s'était passé beaucoup de choses. J'avais entendu qu'il y avait beaucoup de choses qui venaient de là-bas. En fait, ouais, vraiment le Nil, j'étais intriguée par le Nil, par le Rift Valley. Après, il y a eu le Sénégal aussi, parce que je me disais, c'est un pays où on parle français, il y a beaucoup de choses à découvrir. Il s'est passé beaucoup de choses là-bas. J'étais attirée par la culture aussi, parce que j'avais des petites copines, des petites voisines, pardon. Bon, je vais pas citer leur nom, mais... D'ailleurs, il y en avait une qui s'appelait Mawa, et Mawa, en lingala, ça veut dire pitié. Mais, enfin voilà, elles étaient 4 sœurs, après elles ont eu des petits frères, tout ça. Et voilà, en plus, on avait beaucoup de points communs, parce que nos mamans, elles ont eu des périodes où elles étaient toutes seules, des fois on s'entraidait, des fois on se prêtait des choses, des fois notre maman, elle les gardait, elle venait chez nous, et nous, des fois on allait là-bas. Donc, on échangeait, on parlait sur nos pays d'origine, et donc, je me suis toujours dit, et j'ai gardé en tête qu'elles étaient sénégalaises et tout, et je me suis toujours dit qu'un jour je m'intéresserais un peu à leur pays, tout ça, par curiosité, je regarderais un peu qu'est-ce qu'il y a là-bas. Et j'ai vu plein de trucs. Et j'aimais beaucoup aussi les bracelets qu'elles avaient. Elles avaient toujours, allez, au moins 5-6 cm de petits bracelets comme ça, avec des perles de toutes les couleurs, et moi j'aimais trop ça. Et j'étais là en mode, mais pourquoi nous on n'a pas de bijoux africains? Moi j'ai toujours été attirée par les trucs comme ça, et je savais aussi qu'au Congo il y en avait. Mais je sais pas pourquoi maman, elle sans plus quoi. Elle aimait les bijoux en or, nanana, elle, les petits bijoux fantaisie, ça l'intéressait pas. Et j'aimais même aussi les bijoux de hanche aussi. Et elles en portaient souvent. Donc voilà, on parlait, on échangeait et tout. Et c'est d'ailleurs là-bas aussi que j'ai vu des choses sur l'islam. Quand on mangeait des fois chez elles avec un seul plat au milieu. Ou quand aussi elles m'ont montré que leur mère, des fois, bon, je voulais pas trop en parler, mais bon. Après, je vais arrêter parce que voilà, je veux pas trop dire de choses, mais voilà, j'étais un peu trop curieuse et j'ai vu une photo où elles étaient avec leur mère, leur père, et il y avait une tantine comme ça, qui avait l'air un peu plus jeune, bien coiffée et tout. Et je me suis dit, ah, voilà, j'étais trop curieuse, j'ai dit, ah, c'est votre tante? J'ai dit, c'est votre tante, ça? Et après, elle a dit non. Genre, elle était un peu gênée, elle m'a dit non, en fait, c'est notre... Genre, en gros, c'est la deuxième femme de notre père, avec laquelle notre père, il est quand il est au pays, en fait. Et après, je fais, ah, désolé, je savais pas. Et c'était la première fois, en fait, que j'avais vu un couple polygame. Je savais même pas qu'est-ce que c'était, la polygamie. Donc, vous voyez, moi, j'ai vu plein de choses comme ça... Et c'est pour ça, des fois, quand je vois les embrouilles à West, à Central, je dis pas qu'il peut pas y avoir de différence ou quoi, mais des fois, ça me dépasse, en fait. Parce que je me dis, qu'on le veuille ou non, on a tous grandi avec différentes personnes de différentes origines. Et des fois, quand je vois certaines embrouilles, je comprends pas, parce que je me dis, mais pendant longtemps, on a grandi en pensant qu'on avait beaucoup de points communs, d'affinités et tout. Et du jour au lendemain, tu vois des gens qui se prennent la tête sur des détails qui peuvent être importants, la religion, tout ça c'est important, mais des fois il y a des choses aussi, la teinte, la couleur de peau, je me dis mais, sachant qu'il y a toutes sortes de carnations partout, un peu dans les 4 coins du monde en fait, et surtout en Afrique, entre les albinos, les personnes dark skin, les personnes light skin, et d'ailleurs, on me semble que les personnes les plus foncées, c'est dans la bande du Sahel, et
plus précisément au Soudan, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui disent Sénégal, Mali, Guinée, mais en fait non, c'est au Soudan. C'est au Soudan qu'il y a les personnes les plus foncées. Et en plus, le Soudan, c'est juste en haut du Congo, donc. Parce que moi, j'avais remarqué aussi qu'au Congo, on avait des personnes, rien que dans les théâtres, dans les films, j'avais remarqué qu'il y avait des personnes très très foncées, des fois il y avait des personnes très light, des fois il y avait des personnes medium light. Il y avait vraiment toutes sortes de... Et donc je me disais, et j'avais remarqué que dans la plupart des pays africains aussi, c'était comme ça. Et donc je comprenais pas, je me disais, bon, ok. Voire même, il y en a, ils ont même eu des personnes asiatiques, japonaises, chinoises, indiennes, arabes. Il y a eu des arabes du Moyen-Orient qui sont venus. Il y a eu différents mouvements de population. Donc des fois, quand je voyais certaines choses, je me disais, mais franchement, les gens, vous êtes sérieux? Bref, laisse tomber. Et donc c'est pour ça que je me dis, moi, quand je vois certains live TikTok, je me dis, non, je parlerai qu'avec des personnes qui ont un minimum de culture. Parce qu'il y en a vraiment... Même si tu leur dis des choses, ils vont tourner, et c'est une perte de temps. Donc voilà. Et ou sinon, je préfère filmer des vidéos comme ça, parce que je sais que j'attirerai des gens qui sont un peu sur la même longueur d'onde que moi, et c'est plus intéressant. Voilà. Donc là, je retourne à mes oignons. Donc voilà, j'ai été attirée par ces principaux pays africains. Après, j'ai fait une liste du plus intéressant au moins intéressant par rapport à ma situation, par rapport aux langues. Parce que je maîtrisais l'anglais. J'avoue qu'en anglais, vraiment les langues que je maîtrise le mieux, c'est le français et l'anglais. Après, j'ai quelques mots de vocabulaire en espagnol, en italien, parce que j'ai fait un peu d'italien aussi, un peu en arabe aussi par rapport à l'islam et tout, et en lingala aussi, parce qu'avec les films, les théâtres, ou même les parents qui parlent en lingala, ben, à force, ça te rentre dans la tête. Mais lingala, je comprends bien, mais par contre, pour m'exprimer, moyen. Je préfère écouter que m'exprimer. Et donc après, j'ai pris toutes ces langues et je me suis dit, tiens, l'anglais, ça se parle un peu partout. Français, dans certains pays francophones. Mais après, il y a un pays qui m'a attirée de plus en plus. Et c'était en regardant, parce que j'allais souvent à la médiathèque de Toulouse, et en tombant sur les magazines un peu Jeune Afrique et tout, peut-être je vous remettrai le nom quelque part, ou même un passage, parce que j'avais un passage où j'avais parlé de ça à l'époque. Et j'étais tombée sur un magazine Jeune Africain, comme ça, où ils expliquaient plein de choses sur l'Afrique. Et à un moment donné, il y avait l'IDH, PIP, tout ça, il y avait différents événements, différents personnages, et après je tombe sur une feuille, je tombe sur une page en plein milieu du livre, comme ça, d'un livre comme ça où il y a mouvement, grand événement de mode prometteur en Afrique. Et là, je vois Swahili Fashion Week. Après, je vois Mustapha Hassan Ali, pour ceux qui connaissent. Et je me suis dit, mais c'est dans quel pays ça? Parce que je me suis dit, un Indien designer qui crée un événement de mode qui va être tendance, dans lequel il pourra rechercher des mannequins, des designers, mettre en avant des tenues, tout ça. Moi, je pensais que c'était que en Nigeria, parce que, enfin, pas que au Nigeria, mais je savais que l'endroit le plus populaire et le plus connu pour ça, c'était le Nigeria, parce que vraiment, le Nigeria, laisse tomber. Par rapport à ça, tout ce qui est musique et mode, ils sont vraiment très très forts. Donc vraiment, par rapport à ça, genre, il y a ça aussi dans d'autres pays, même au Congo et tout, mais pas d'une manière aussi développée au niveau international. C'est vrai qu'au niveau international, il me semble que c'est ceux qui ont le plus investi dans ça. Donc, la plus grande Fashion Week, d'ailleurs, c'est au Nigeria, il me semble. Après, peut-être aussi qu'il y a certains pays du Maghreb, mais moi, je suis tombée, le destin a fait que je suis tombée sur la Tanzanie et Mustapha Hassan Ali. Et ça m'a trop intéressée. Et je me suis dit, je crois que j'avais même pris en photo et tout. Après, j'ai recherché sur Internet et j'ai vu plein de choses. J'ai vu plein de choses sur lui. J'ai vu qu'il avait pris des photos avec Naomi Campbell. J'ai vu qu'il était né au mois de juin. Et j'ai vu qu'à la base, c'était un docteur qui s'était reconverti en designer dans la mode et tout. Donc vraiment quelqu'un de très intelligent, riche. Il fait partie des millionnaires de Tanzanie, me semble.
Donc après je me suis dit non mais il faut vraiment que je m'intéresse à ce pays, parce qu'après j'ai vu qu'il était pas trop loin du Congo. Il était pas trop loin du Congo. Après j'ai regardé plein de choses, j'ai vu les paysages, les animaux, l'histoire, les différentes populations qu'il y a eu là-bas, tous les différents domaines dans lesquels ils envisagent d'investir. Donc ça veut dire que sur l'avenir là-bas, dans les prochaines années, il y a des choses qui vont peut-être marcher. Enfin bref, en gros, c'était comme si je voyais un documentaire sur... C'est comme si je voyais un texte sur le Bitcoin, par exemple, sur une crypto-monnaie comme le Bitcoin, et que dans 2-3 ans, ça va forcément exploser, et qu'en gros, t'as plus à gagner qu'à perdre, mais attention, il faut investir au bon moment, parce que si t'arrives à la fin, ben, t'es cuit. Donc je me suis dit, ah oui, j'ai ressenti la même chose en fait. Je me suis dit, ça c'est le genre de choses, faut pas négliger en fait, faut vraiment s'informer là-dessus, essayer de voir et tout, s'il n'y a pas moyen d'y aller, d'essayer des choses. Et là, après, j'ai commencé à faire plein de recherches. J'ai vu qu'ils parlaient le Swahili et que ça se parlait aussi au Congo et que donc il y avait des mots en lingala, en arabe, en hindi. Moi qui étais fan des films indiens, en anglais. Moi qui ai maîtrisé l'anglais. Je me suis dit, mais en fait, il faut trop que je m'intéresse à ce pays et il faut que j'essaye d'aller dans ce pays au moins une fois dans ma vie. Et là, ça y est, j'ai vu plein de choses, j'ai eu un coup de foudre. Et donc depuis, ben, c'est vrai que c'est vraiment the pays qui m'intéresse le plus avec le Congo. Bon, je vais essayer d'abréger parce que j'avoue que j'étais vraiment... je pensais pas donner autant de détails, je vais essayer d'abréger. Donc, pourquoi la Tanzanie? Même si j'avais déjà fait des vidéos sur ça, mais c'est pas grave, on va réexpliquer vite fait. Et je mettrai les liens en bas. Donc comme je vous avais dit, j'étais tombée pile au moment où je m'intéressais de plus en plus à certains pays en Afrique. J'étais tombée, j'avais oublié aussi, c'était la même période où j'étais tombée sur Kémy Séba, Alain Soral, Ahmed Moualek. Vous voyez toutes les personnes un peu qui étaient dans la dissidence, entre guillemets, qui analysaient la société, qui analysaient les différents rapports entre les différentes communautés, différents types de personnes, on va dire. Et donc moi, Kémy Séba, au début je le trouvais dur, mais après je me suis dit, mais attends, en vrai il a pas tort quelque part. Et dans la vie, enfin, dans la vie non, on dit qui aime bien châtie bien. Donc je me suis dit, il paraît dur, mais en vrai c'est pour notre bien qu'il dit ça. Après bon, pour ceux qui me connaissent, j'ai acheté son livre Black, non c'était pas Black Supremacy, c'était Autodétermination, anti-victimisation. Je mettrai le titre ici. Et je l'ai là-bas, mais bon, je vais pas le remontrer. Je l'avais déjà montré à l'époque, je vais le mettre là. Et donc, dans ce livre, je disais plein de choses. Que ce soit par rapport aux enfants d'immigrés, son parcours, les enfants... Bon, j'avoue qu'enfants d'immigrés, c'est pas très joli. Des enfants qui sont nés en France, mais qui ont d'autres origines, on va dire. Parce que c'est une situation quand même qui est vraiment spéciale. Moi, j'y avais jamais vraiment pensé, mais c'est vrai que c'est spécial. Vraiment, c'est spécial. Entre ceux, il y a différents cas de figure. Il y a des gens qui se désignent que par leur origine. Il y a des gens qui se désignent par les deux. Il y a des gens qui se désignent que par le pays où ils sont nés. Et moi, je vous ai dit que j'ai l'impression que moi, l'équilibre que j'ai trouvé personnellement, c'est de dire que je suis née en France et j'ai grandi en France, mais que je suis d'origine angolaise. Et d'ailleurs, même pendant longtemps, j'ai cru que j'étais que congolaise. Mais en réalité, mon père, il vient d'Angola. Enfin, ce sont des Angolais qui sont venus vivre au Congo. Et ça m'a fait bizarre, parce que je me suis dit, mais c'est vrai que je me suis toujours sentie un peu différente. Depuis petite, je me suis toujours sentie un peu différente. Et bon, la manière dont j'ai appris et tout, c'est un peu triste, mais bon, mieux vaut tard que jamais. Et d'ailleurs, même c'est pour ça aussi que j'aimerais bien apprendre quelques mots de portugais aussi. Et donc du coup, en tout, ça me ferait au moins 6 ou 7 langues. J'aimerais bien, mais celle que je maîtrise le plus, c'est le français et l'anglais. Un peu lingala aussi, en 3e position. Après, il y a quelques mots d'espagnol et d'italien. Ça fait 5. Après, il y a quelques mots d'arabe, 6. Swahili. Parce que là, vraiment,
J'ai trop envie vraiment de vraiment m'y mettre parce que je connaissais que quelques mots, mais là vraiment, j'ai vraiment envie de vraiment apprendre la langue et d'avoir au moins un niveau intermédiaire si possible. Et donc du coup... Ah ouais, quand même, ça fait 8, je crois. Hein. Ouais, je crois que c'est 8. Hein. Donc la 8e, ça serait portugais. Et après, je vais m'arrêter là parce que sinon, ça va faire trop. Quoique, je me disais aussi que peut-être si j'aurais la chance un jour d'aller peut-être à Haïti, par exemple, pourquoi pas apprendre aussi quelques mots de créole. Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire. Parce que sinon, ça fait trop au bout d'un moment. Mais j'avoue que, ouais, allez, le créole et peut-être le thaï aussi. Pour pouvoir aller en Thaïlande un jour, si Dieu le veut. Mais là, c'est vraiment ça, c'est vraiment bien plus tard, si Dieu me prête vie. Là, pour l'instant, mon main goal, pour l'instant, moi, j'avoue, la destination que j'idéalise depuis 4, 5, allez, 6 ans, ça fait 6 ans depuis 2020, c'est clair que c'est la Tanzanie. Parce que j'ai pas envie de faire des jaloux, parce qu'il y a des gens qui vont dire, ouais, mais pourquoi pas l'Angola, pourquoi pas le Congo? Mais parce que, voilà quoi, j'ai l'impression que, bon, le Congo, je connais déjà. L'Angola aussi, ça m'intrigue, mais malheureusement, il y a beaucoup de choses en plus aussi là-bas. Mais je sais pas. Je sais que si Dieu me prête vie et que j'ai les moyens, un jour j'essaierai d'y aller, c'est sûr. Mais je me dis vraiment, dans la vie, rien n'arrive par hasard. Je pense que c'est pas par hasard que je suis tombée sur la Tanzanie. Et aussi par rapport à la foi. Parce que même si c'est pas vraiment un pays musulman, c'est la majorité là-bas, c'est le christianisme, mais il y a une très forte part de la population qui est musulmane. Et donc moi, rien que la chambre dans laquelle j'étais, j'ai pas fait exprès, hein. J'ai réservé une chambre dans un hôtel qui était quand même juste à côté de plusieurs mosquées, et donc j'entendais tout le temps l'adhan en fait. Et donc tout ça, ça m'a fait beaucoup réfléchir là-bas, vraiment. Et en plus, j'ai été touchée, je me suis dit, wow, quand même, les gens, ils arrivent à cohabiter ensemble, malgré les différentes religions qu'ils ont. Des fois, tu pouvais voir des cars sur lesquels il y avait marqué Alhamdulillah, Bismillah, et après, tu pouvais voir un car sur lequel il y a marqué Glory to God. Et Glory to God, je pense que ça, c'est plus pour les chrétiens. Gloire à Dieu. Hein. Et donc, moi, franchement... Bon, après, c'est vrai qu'ils sont vraiment très spirituels aussi, parce que il y a beaucoup de temples indiens, il y a beaucoup de temples hindous aussi. Ouais, il y a beaucoup de temples hindous. Après, j'ai pas vu trop de lieux fétichistes, animistes, Dieu merci. Parce que malheureusement, il y en a, je pense, mais je les ai pas vus. Et encore un autre truc qui m'a vraiment fait de la peine, que je pensais pas voir et que j'ai vu, malheureusement, et ça, je pense que c'est dans beaucoup de pays d'Afrique, malheureusement. J'ai vu sur certains poteaux, il y avait des affiches où il y avait marqué Freemasonry en noir et blanc. C'était des petites affiches comme ça et il y avait marqué Freemasonry. Il y avait marqué un numéro et il y avait marqué en anglais en gros si vous voulez nous contacter pour changer votre vie en anglais. Et quand je voyais ça, peut-être même que j'ai une photo, je la mettrai. Hein. Et il y en avait une qui était pas loin de la mosquée Mohamed VI dans laquelle j'étais allée. Et quand j'ai vu ça, ça m'a refroidi, je suis restée comme ça, je me suis dit, ah ouais. Donc comme quoi, malheureusement, même dans un endroit où il y a beaucoup de lieux de culte, vraiment rien que dans le quartier dans lequel j'étais, il y avait au moins, allez, entre 10 et 15 mosquées. Et juste à côté comme ça, tu vois une secte, tu vois le papier, le flyer d'une secte, quoi. D'une secte satanique. C'est triste, mais c'est une secte satanique. Donc, il y en a, ils aiment bien dire confrérie avec des leçons secrètes pour faire un peu intellectuel, genre élite, tout ça, mais non, non. C'est vraiment du satanisme. Donc, bon. Parenthèse, je reviens sur un truc plus intéressant et plus beau. Ouais, tout ce qui m'a donné envie d'aller là-bas. En fait, la liste, elle est longue, il y a trop de trucs, en fait. Peut-être quand même, je ferai une liste et que je mettrai les tirés ici, parce qu'il y a trop de choses, en fait. Et donc l'histoire aussi, il y a certains personnages qui m'ont marqué. Le premier c'est Julius Nyerere. Je crois que je connais même ses dates. Il est né en 1922 et il est mort en 1999 à l'âge de 77 ans. Parce que moi je suis beaucoup dans tout... Je mémorise bien les chiffres en fait. J'ai une bonne mémoire, j'ai une mémoire photographique.
et je mémorise beaucoup les chiffres. J'ai même fait ça pour Marilyn Monroe aussi. Je sais qu'elle est née en 1926 et elle est morte en 1962. Enfin, en gros, dès que je vois des petits trucs mnémotechniques comme ça, ben, je les retiens. Et c'est ça qui m'a aidé aussi pour certains cours à l'école, même si j'ai pas pu avoir le diplôme et tout que j'aurais aimé avoir, mais en tout cas, vraiment, ça aide. Enfin, en tout cas, au lycée, il y avait un bon professeur, je sais pas qu'est-ce qu'il est devenu, mais il y avait un bon professeur qui nous avait fait un test pour voir si on était plutôt, si on avait une mémoire photographique, auditive ou kinesthésiste. Et ça, vraiment, c'est un truc qu'on devrait faire dès la 6e, je pense. Parce que c'est un test qui te permet de savoir si tu retiens mieux en visualisant, en écoutant, ou les deux. Kinesthésie, c'est les deux. Et donc, à partir du moment où tu fais ce test, déjà, tu pourras mettre des meilleures méthodes en pratique pour apprendre tes cours. Et moi, ça, je savais pas. Enfin, nous, on l'a su au lycée, par exemple. Et donc, à partir du lycée, à partir de là, je faisais que réécrire. De toute façon, moi, j'étais du genre à beaucoup réécrire des formules, m'entraîner, tout ça. Mais vraiment, j'avais plus envie d'écouter des choses. J'avais vraiment envie de réécrire, de lire, de mémoriser, de réécrire des choses. Et j'avais remarqué que je retenais mieux, que c'était vraiment vrai, que je retenais mieux comme ça. Bon voilà, une petite parenthèse encore. Et donc c'est pour ça que j'ai retenu ces dates. Et donc il était surnommé Mwalimu, le professeur, parce qu'à la base c'était un professeur. Après il a été le premier président de la Tanzanie. Et d'ailleurs même c'est lui qui avait demandé à la population de trouver un nouveau nom à ce pays, parce qu'à la base, le pays principal, qui est au milieu, sur le continent, il s'appelait Tanganyika, il me semble, comme le lac Tanganyika, et toutes les autres toute l'archipel de Zanzibar, avec les îles, ça s'appelait Zanzibar, avec les différents noms de d'îles, Mafia, Unguja, Bemba, tout ça. J'ai été touchée par le fait que, ouais, j'ai été touchée par des personnages, du Lucy Nyerere, après j'ai été touchée par son nom, je sais plus si c'est Benjamin je crois, Benjamin Tinga Tinga, et donc qui a donné naissance à l'art Tinga Tinga. C'est un pauvre paysan à la base qui travaillait pour des colons britanniques et tout, et après un jour en voyant, j'avais vu ça dans des encyclopédies, en voyant des artistes congolais vendre des peintures et tout, d'animaux, de paysages et tout, apparemment ça l'a inspiré et ça lui a donné envie de se mettre en peinture. Et parce qu'en fait il y avait des échanges. Je sais que Julius Nyerere, il a permis à certains peuples voisins, congolais, burundais, ougandais, tout ça, même kenyans je pense, de pouvoir parfois aller vivre un peu en Tanzanie quand il y avait des problèmes dans leur pays. Mais après, ils repartaient chez eux, il me semble. Après, peut-être il y a des populations aussi qui sont restées là-bas. Et il me semble que cet homme, il s'est inspiré de certaines œuvres, de certains artistes congolais, pour peindre. Et après, il a commencé à créer sa propre forme son propre style, quoi. Et donc, souvent, si vous tapez Tanzanie et tout, que vous voyez des peintures avec des formes d'animaux, de flamants roses, de certaines manières et tout, avec des fleurs et tout très coloré, bah, ça s'appelle l'art Tinga Tinga. Ça vient de cet artiste qui malheureusement il est mort jeune et il a même pas vraiment pu profiter en fait. Parce qu'il est mort jeune il me semble, ouais, je sais même pas s'il a eu des enfants et tout. Et après, bah, jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'il est mort dans les années 60-70 et jusqu'à aujourd'hui il y a des artistes qui reprennent son art et qui l'ont développé de plein de manières différentes. Et ça leur apporte beaucoup au niveau des souvenirs. J'ai remarqué ces tableaux, les coquillages, parce qu'il y a beaucoup de coquillages sur la plage de plein de formes différentes, les bijoux, certaines plantes aussi, et certains objets fabriqués en bois, en feuilles et tout, c'est ce qui leur apporte le plus au niveau des objets de souvenirs. Parce que vraiment les gens, ils adorent prendre ça, vraiment, la plupart des gens qui vont là-bas. Les premiers trucs qu'ils prennent, c'est ça. Et donc même moi, c'était ce que je voulais prendre. Bon, j'ai pris quelques petits trucs, mais pour l'instant, j'ai toujours pas pu vraiment prendre de tableaux, quoi. Peut-être un jour, si Dieu le veut. Si je m'installe là-bas, peut-être je pourrais mettre des tableaux, quoi. Et de toute façon, moi, j'aime trop tout ce qui est black art, même afro-américain,
Depuis longtemps, je suis des pages de Black Art. Si vous voulez, je mettrai quelques images ici. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'ils se sont beaucoup inspirés, en fait, de certains artistes congolais, que ce soit dans l'art, la musique, la langue aussi. Il y a eu des partages au niveau de la langue. Ils ont beaucoup de mots en lingala, ou qui ressemblent à lingala. Et il y a carrément des villes. J'avais vu sur l'île de Zanzibar, il y a des villes Congo, Kikongo, tout ça. Pareil, mais non, vraiment, ne serait-ce que la ville de Dar es Salaam. Parce que j'ai pas encore pu voir les autres grandes villes, c'est Dodoma, Kilimandjaro, Arusha et Stone Town aussi, à Zanzibar. Mais en tout cas, ne serait-ce que dans la ville de Dar es Salaam, parce que pour l'instant, moi je suis allée que à Dar es Salaam, bon c'est déjà beaucoup, c'est déjà bien, mais je suis allée là-bas. Et ce qui m'a marqué, c'est que rien que dans la ville de Dar es Salaam, en fait, il y a beaucoup de noms de rues d'autres pays. En fait, t'as l'impression que c'est une ville panafricaine. Bon, c'est une ville qui est très centrée sur l'économie, l'argent et tout, mais c'est une ville très panafricaine aussi. Parce que tu peux passer de Congo Street à Morocco Street à... Ils ont plein de noms de rues qui reprennent des noms de personnages qui ont marqué l'histoire de leur pays, de d'autres pays, de... plein. Vraiment, tu passes de Lumumba Street à Haile Selassie Street, à Julius Nyerere Street, enfin, il y a plein de noms comme ça en fait. Et donc, d'ailleurs, j'aurais même une anecdote par rapport à ça, que je raconterai à la fin. Et ça m'a marqué en fait, je me suis dit, mais ils sont graves. Tu sais, je me suis dit, en fait, c'est un endroit où, je dis pas que tous les Africains seront forcément bien accueillis, non. Tout le monde a envie de garder, enfin la plupart des gens sont nationalistes en fait, ils n'ont pas forcément envie que tous les Africains viennent dans leur pays. Mais en tout cas, je me suis dit vraiment, ils ont un côté panafricain qui est vraiment très intéressant quoi. Bon là maintenant avec tous les problèmes qu'il y a eu, peut-être pas, parce que j'ai vu dans certains documentaires aussi qu'avec les pays voisins c'était un peu tendu. Mais ne serait-ce que dans les boutiques de souvenirs, moi ce qui m'a touchée c'est qu'ils vendaient souvent des bracelets ou des... À chaque fois que tu voyais un objet avec le drapeau de la Tanzanie, à côté, il y avait aussi ces mêmes objets avec des drapeaux du Kenya, de l'Ouganda et du Congo, RDC. Et parfois même de l'Afrique du Sud et de la Mozambique. En fait, tous leurs pays voisins avec lesquels ils ont eu des liens forts. Et moi, ça m'a touchée parce que je me suis dit, mais si ça, c'est pas une démonstration que quand même on est plus fort quand on est unis. Après, ça veut pas dire qu'il faut qu'on forcément on s'allie, mais ça veut dire qu'il y a un truc. Il y a un moyen de faire des partenariats, de faire des choses en fait. Et moi, c'est ce que je ressens en fait quand je vais là-bas. J'ai l'impression que c'est comme une seconde maison en fait. Vraiment, je vois pratiquement pas trop de différence avec le Congo. Voire même, je vais pas faire des jaloux. Mais en fait, je me suis dit que c'était un peu comme le Congo, mais en mieux. Pourquoi? Parce que au Congo, on a beaucoup de choses. C'est un grand pays aussi. Il y a plein de choses. Mais il y a juste un gros regret. Moi, il y a un truc qui me manque trop là-bas et qui m'a trop manqué. Et pourtant, je suis pas trop plage, mer et tout. Mais je me suis toujours... Enfin, en fait, ça me fait trop de la peine qu'on n'ait pas de contact direct avec l'océan. Parce que je trouve que c'est vraiment un avantage pour un pays d'avoir différentes plages, des bordures avec l'océan, tout ça. Et nous, on a juste un tout petit endroit comme ça, à côté du Gabon et du Congo-Brazza, qui est en contact avec l'océan Atlantique. Mais il n'y a pas vraiment beaucoup de choses. Il n'y a pas vraiment... Malheureusement, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses en lien avec cet endroit, il me semble. Et donc, je me suis dit, mais en fait, la Tanzanie, ils ont vraiment différents... Allez, pour faire un raccourci, le seul paysage qu'ils n'ont pas, je crois, c'est le désert. Sinon, tout le reste, il y a savane, forêt, chute d'eau, cascade, plage, il y a différentes plages. C'est gratuit, c'est facile d'accès, tu peux y aller quand tu veux. Bon, après, il faut pas faire tout n'importe quoi non plus.
mais c'est pas trop cher. À côté, il y a plein de choses, il y a de l'ambiance. Bon, après, j'ai vu d'autres choses très tristes et très difficiles aussi à voir, en termes de pauvreté et tout. Mais waouh, franchement, je me suis dit, mais c'est trop intéressant, il y a trop de choses à découvrir, il y a trop de choses à faire. Et voilà quoi. Rien que pour ça, j'avoue vraiment... En fait, tu sens que c'est un pays vraiment qui attire de plus en plus, qui intrigue de plus en plus, dans lequel, en fait, moi j'avais l'impression que ça rassemblait beaucoup de choses que plein de personnes aiment dans différents pays d'Afrique. J'avais l'impression qu'on pouvait les voir en un seul pays en fait. Vraiment. Et comme autre pays aussi, on peut citer la Namibie. Vraiment. Parce que pendant longtemps aussi, j'ai regardé la Namibie. Et pareil, hein, c'est comme l'Afrique du Sud et la Tanzanie, il y a plein de choses. Il y a vraiment plein de choses. C'est parmi les pays les plus touristiques d'Afrique. Avec certains pays du Maghreb. Et donc, ouais, il me semble que tout ce qui est Afrique du Sud, Sénégal, Namibie, Tanzanie, Maroc, Égypte, il me semble que c'est les pays les plus touristiques. Voilà. Parce que ce sont des pays en plus souvent dans lesquels il y a un peu de tout. Il y a une partie désertique, il y a des animaux, il y a des monuments, et c'est vrai quelque part. Donc voilà. Pour pas faire des jaloux, pour juste donner des explications. De toute façon, nous, on n'est pas trop tribalistes et tout. Et voilà, moi, j'avais juste envie de donner des explications parce que bon, voilà. Pour pas qu'on me voit comme quelqu'un veut aller plus en Afrique de l'Est alors qu'elle est d'Afrique centrale et nanana. Alors que moi, j'ai eu beaucoup de points en commun, j'ai vu beaucoup de choses intéressantes et tout. Bon, après, j'ai vu d'autres choses un peu plus tristes, mais pareil, ça, je vous en parlerai après. Donc là, je repars dans les détails, pourquoi ça durait à ce moment-là. Donc en fait, à la base, moi j'aurais préféré y aller en été pendant 2 semaines et tout. Mais je me suis dit, j'ai tellement envie de voir au moins une fois dans ma vie cet événement, que je me suis dit pourquoi pas y aller et pourquoi pas essayer carrément le casting, parce que j'aurais pu juste aller voir l'événement, le spectacle, mais j'aurais eu ce truc comme quoi, ouais, j'ai même pas essayé, s'il faut j'aurais pu être prise en tant que mannequin, nanana. Donc je me suis dit pourquoi pas prendre un mois comme ça, vraiment je pourrais essayer le casting, essayer d'aller à l'événement, en même temps visiter d'autres endroits et tout. Visiter des écoles, des musées, des mosquées, parce que moi à la base, je voulais vraiment travailler dans une école. Voilà, à la base je voulais être professeur des écoles, travailler dans une école. Bon malheureusement, je ne suis pas professeur des écoles. Pendant un moment j'ai été animatrice, mais... J'avoue que j'ai ce truc comme quoi c'est vrai que j'aurais aimé avoir le diplôme de professeur des écoles, mais j'ai essayé, mais voilà, je vais pas raconter toute ma vie. À un moment, j'ai dû faire un choix entre le travail et les écoles, en fait. Le travail et l'école, pardon. J'arrivais pas à juste étudier ou juste travailler. J'avais envie de faire les deux. Et j'arrivais à un âge où c'était dur, en fait. Je voyais que... Tu sais, il y a une période où tu te dis, mais c'est vrai qu'avec l'argent, tu peux tout faire, en fait. C'était l'argent des boulots que je faisais qui me permettait de payer les inscriptions à la fac, les cours de conduite, les nanani, les nananas, les coiffures, les nanas. Donc voilà, parce que moi, je me coiffe toute seule depuis l'âge de 18 ans. Je vais plus trop dans les salons de coiffure parce que je trouve que parfois c'est trop cher. C'est bien, il y a des belles coiffures, il y a des belles coiffeuses, des bonnes coiffeuses, mais c'est trop cher. Donc depuis un moment, je me coiffe toute seule. Et je trouve que c'est mieux aussi. Tu sais, tu serres comme tu veux, tu tires comme tu veux, voilà. Ça minimise la casse, les chutes, les trucs et tout. Et aussi, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même parce que tu t'es coiffée toute seule. Alors que quand tu te fais coiffer par quelqu'un d'autre et que ça se passe pas trop bien, voilà quoi. Et donc ouais, malheureusement, j'ai dû faire un choix. Après, si ça serait à refaire, moi-même, je sais qu'est-ce que j'aurais fait et j'aurais probablement réussi. Mais c'est pas grave, j'accepte mon destin et je me dis que c'est pas trop tard. Je pense pouvoir toujours peut-être travailler, je vais essayer de travailler dans une école là-bas si Dieu le veut. Ou peut-être dans un musée, une bibliothèque. Enfin, en gros, j'aimerais bien garder un lien avec tout ce qui est pédagogie, éducation, culture et tout. Mais en même temps aussi, je serais obligée d'essayer quand même quelques concours de mannequinat, nanana, juste pour voir quand même, pour pas abandonner ce truc. En fait, j'ai envie d'essayer le maximum de choses possibles dans lesquelles je peux être bonne.
tout en gardant aussi ma foi. Voilà quoi. Genre en gros, je vais essayer de trouver un équilibre entre tout ça sans aller dans des choses trop extrêmes ou trop bizarres, juste pour peut-être pouvoir gagner ma vie et peut-être pouvoir vivre là-bas. En gros, c'est ça que j'envisage de faire et peut-être que je l'expliquerai mieux à la fin, mais juste pour vous donner les grands détails en fait du comment, du pourquoi. Quoi. Donc, je reviens là où j'en étais. Donc ouais, à la base, franchement, c'est vrai que quand même c'était un peu risqué d'y aller pour un mois. À la base, j'aurais préféré 2 ou 3 semaines. Et le comble, c'est que j'aurais pu prendre 3 semaines parce qu'au lieu... À la base, ils avaient marqué le 8 novembre sur la page Instagram de la Swahili Fashion Week. Après, ils ont marqué 15 novembre... Enfin, après, ils ont dit 15 novembre et après, ils ont dit 22 novembre. Donc, je me suis dit, ah ouais, quand même 2 semaines de décalage. Genre, j'aurais bien aimé venir vers le 20 novembre ou le 19 novembre, quoi. Mais après, je me suis dit, c'est pas grave, c'est le destin, c'est comme ça. Mais c'est vrai que ouais, 2 semaines, ça m'aurait fait 2 semaines de plus pour travailler, 2 semaines de plus pour me préparer. Ça m'arrangeait en fait. Mais bon, après c'est pas grave. C'est moi qui ai voulu essayer, j'ai essayé. C'était mon destin, c'était écrit. Et de toute façon, j'ai vécu d'autres choses aussi qui font que finalement, j'ai pas trop regretté et que ça va, ça reste des souvenirs. Et si Dieu me prête vie, peut-être je pourrais réessayer et tout. Bon, quand même, avant de faire ça aussi, je dois vous avouer que c'était dur psychologiquement parce que j'ai beaucoup réfléchi. Je me suis dit quand même la fin de l'année c'est pas n'importe quelle période, mais de par ma situation et l'argent que j'avais mis de côté, c'était faisable. Donc je me suis arrangée avec mon patron, tout ça. J'ai essayé de faire les démarches administratives. Après, j'étais vraiment pas bien parce que une semaine avant la date de départ, je vois dans les infos qu'il y a des gens qui sont coincés en Tanzanie, qu'il y a des gens qui étaient allés là-bas juste pour des safaris, pour quelques jours, qu'ils étaient coincés, parce qu'il y avait des manifestations. J'ai vu des images avec des gens qui se battaient, des soldats qui lançaient des choses, qui tiraient sur des gens. J'avais jamais vu ça. En tout cas, j'avais jamais vu une scène et des photos comme ça en Tanzanie. J'avais déjà vu ça dans d'autres pays, mais en Tanzanie, j'étais restée... Bon, on va dire que j'ai idéalisé trop ce pays, c'est vrai. J'étais restée vraiment sur les photos de paysages, d'animaux, de plages, avec les gens qui sont plutôt conviviaux, qui vendent des choses sur le marché et tout. Parce que moi, c'était les premières images que j'avais vues pendant mon premier voyage en 2020, qui était certes court, ça a duré 3-4 jours, mais quand même, j'ai pu voir beaucoup de belles choses qui font que j'ai gardé une bonne image de ce pays. Et là, je vois que des images sombres, tristes et tout. Des gens qui sont obligés de dormir à l'aéroport, qui sont confinés à l'aéroport parce que s'ils sortent, ils sont en danger et tout. Et qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts parce qu'ils ont voulu revendiquer des droits. Et là, je vois des photos de Samia Suluhu Hassan, que je pensais être une bonne présidente. Et là, maintenant, je sais plus trop... je suis perdue. Franchement, moi, je connais pas grand-chose à la politique. J'avoue que je suis nulle dans ça. Et je suis tombée de haut en fait, j'ai pas compris, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi elle fait ça, j'ai pas compris, je me suis dit c'est une présidente, une femme noire, africaine qui porte le voile, qui aurait pu, il y avait tellement de filles qui la voyaient comme un modèle peut-être, et là elle laisse ça se passer quoi. Donc je suis tombée de haut, je me suis dit non, c'est pas possible. Après je me suis dit malheureusement c'est la vie et des fois c'est les personnes, des fois il y a des personnes, voilà, les personnes auxquelles on s'attend le moins parfois qui vont être amenées à faire des choses choquantes quoi. Et donc ouais c'est vrai que je me suis dit mais même les Tanzaniens qui sont chrétiens, est-ce qu'ils risquent pas d'avoir un comportement différent vis-à-vis des Tanzaniens qui sont musulmans? Je me posais plein de questions, je me disais mais... Et j'avais de la peine aussi pour les personnes aussi qui étaient coincées dans les aéroports quoi. Je me disais mais comment ils vont faire? Je voyais qu'il y avait des gens qui allaient devoir payer des billets, des nanani, des nananas, que c'était pas tout le monde qui avait la chance de pouvoir rembourser son truc. Là je me suis dit non, je crois que je vais annuler. Et après plus les jours passent, plus ça se calme. Je me suis dit mais c'est quoi ce truc?
Après, j'ai vu qu'on était en période de pleine lune. Je sais pas pourquoi, mais à mon départ, il y avait la pleine lune. À mon arrivée, il y avait la pleine lune. Je me suis dit, c'est bizarre, c'est mystique. Je me suis dit, c'est trop bizarre. Est-ce que ça veut dire que ça devrait aller? Est-ce que c'est risqué? Et je me suis dit, non. Je me suis dit, comme par hasard, plus ma date elle se rapproche, plus ça se calme. Et là, après, je me suis dit, ça serait trop dommage de pas essayer. Je m'en sens incapable de tenir. Je me suis dit, il va faire de plus en plus froid en France. Après, je me suis dit, je vais supporter, j'ai l'habitude et tout, mais j'aurai toujours ce truc comme quoi, j'ai pas essayé. Et après, je me suis dit, le problème aussi, c'est que j'avais déjà commandé une partie, et je me suis dit, pour le temps de se faire rembourser, nanana. Je me suis dit, est-ce que c'est pas mieux d'attendre? Parce que j'étais carrément allée à l'aéroport, et même les hôtesses de l'air, elles m'avaient dit, les dames de l'accueil, elles m'avaient dit, en vrai, c'est fou, mais il se peut que, pile au moment où... Enfin, il se peut que ça s'améliore d'ici votre départ. Donc c'est à vous de voir. Genre, elles ont dit, en gros, pour se faire rembourser, c'est un peu compliqué. Donc elles ont dit, à vous de voir, mais il se peut que ça s'arrange. Et donc elles ont dit, au pire, venez le jour même et on verra, nanana. Et c'est vrai que le jour même, tout s'est débloqué, tout s'est facilité. Je pensais même pas pouvoir y aller, et là, tout marche. Donc je me suis dit, ça c'est un signe divin, donc j'ai essayé, et je sais que c'est très risqué, mais je l'ai fait. Et j'avoue que c'était pas facile, mais je regrette pas. Je me dis que c'était le destin, c'était écrit, et voilà, j'accepte mon destin. Dans l'ensemble, ça s'est plutôt bien passé. J'ai rencontré des gens vraiment qui étaient plutôt sympathiques. J'ai pas eu de vol, de kidnapping, non. Au contraire, même j'ai même rencontré quelqu'un qui m'a beaucoup touchée, avec qui j'ai gardé contact. Mais là, malheureusement, depuis un moment, on se parle plus trop. Mais ça m'a beaucoup touchée. Donc je vais essayer de donner plus de détails. Donc en fait, j'étais dans un hôtel qui s'appelait... Bon, au début, comme je vous ai dit, première soirée, malheureusement, j'ai perdu 70 $. Parce qu'au lieu de réserver sur booking.com quand j'avais internet, voilà, je l'avais pas... J'avais oublié que j'allais perdre du réseau, donc j'ai perdu du réseau. Et à l'arrivée à l'aéroport, j'avais oublié que les taximens, ils sont devant. Et si tu leur dis pas non merci, ils insistent parfois. Et moi, voilà, il faisait nuit, j'étais toute seule, j'avais peur. Et donc, voilà. C'était trop triste parce que j'avais retiré une bonne partie, mais j'avais pas forcément envie de donner un tiers de cette partie dès le premier soir. Et c'est ce que j'ai dû faire malheureusement. Parce que 35 $ le taxi et 35 $ la première soirée dans un hôtel qui était certes de qualité, mais c'était perte parce que l'autre hôtel que j'ai trouvé après, il était 4 fois moins cher. C'était 35 $ pour une semaine par exemple. Parce qu'au total, j'avais payé 280 $ pour 5 semaines. Donc ça revenait à 9 $ la nuit. Bon bref, je vous dis pas. C'était ce que je voulais faire dès le début, mais malheureusement, comme j'avais pas internet, j'ai pas pu le faire à Amsterdam, tout ça, parce qu'en plus ça allait vite. Et quand je suis arrivée à l'aéroport, il y avait de la connexion, mais je sais pas pourquoi, avec le track, la nuit, le fait que je connaissais personne et tout, parce que j'avais plus mon ancien téléphone, je me suis dit, bon, je vais la jouer raisonnable. Pour le premier soir, j'ai besoin de me reposer, je réserve un truc, tout ça. Mais après, j'ai regretté parce que j'ai vu que ça revenait plus cher et tout, mais bon. C'est pas grave, je me suis débrouillée. J'avais des petits trucs et tout, des petits trucs de côté, je me suis débrouillée. Et j'étais trop contente parce que vraiment, le monsieur de l'hôtel, il était vraiment sympa, pas trop compliqué. Les gens d'hôtel aussi, pareil, c'était vraiment cool. C'était pas trop cher, il t'expliquait bien les choses. Bon, après, au niveau des sanitaires et tout, c'était pas trop facile. J'étais dans un dortoir avec des gens, mais les gens, ils étaient pas trop relous non plus. Il y avait une dame kenyane, il y avait un homme soudanais qui était plutôt sympathique. Après, il y a eu des gens de toute origine. Il y a eu un homme anglais qui avait une trentaine d'années comme ça. Lui, je sais pas pourquoi, j'avais remarqué qu'il était timide, mais il était froid aussi. Et donc moi, comme j'avais pas envie de le brusquer, je préférais rester simple aussi. Genre, je parlais un peu avec tout le monde, mais lui, je sais pas pourquoi, il était froid, des fois il tournait le dos. Donc je me suis dit, peut-être il est comme ça de nature, donc j'ai pas insisté. Et en fait, je trouvais ça triste parce que même un jour, voilà, j'ai commencé à faire des courses et tout, j'avais fait des pâtes à la bolognaise.
Et limite, j'aurais pu lui prêter peut-être des tomates, des pâtes et tout. Et je sais pas pourquoi, on dirait il osait pas me demander. Il est parti en acheter et il en a préparé, genre. Il a préparé la même chose, en fait. En gros, le fait de me voir faire ça, ça lui a donné envie de le faire. Et ça m'a fait... Bon, après, je me suis dit, c'est pas grave, mais ça m'a fait un peu de la peine parce que je me suis dit... Je sais pas, je me suis dit, est-ce qu'en Angleterre, il a vu des choses par rapport à tout ce qui se passe en ce moment? Et donc peut-être il se méfie un peu des Noirs qui viennent d'Europe parce il avait entendu que je venais de France. Je sais pas, peut-être, je sais pas. J'ai trouvé ça un peu triste, mais après je me suis dit son choix, il a le droit de pas forcément vouloir parler avec moi. Parce que j'avais remarqué qu'il parlait avec tout le monde sauf moi, mais après je me suis dit son choix. Et en plus on dormait un peu à côté, donc bon, on était là, excuse me, hello, enfin, genre c'était un peu... C'était pas pareil qu'avec les autres, quoi. Mais bon, après, c'est pas grave, tant pis. Après, il y avait un autre monsieur anglais plus âgé qui était beaucoup plus cool. Des fois, il mettait la musique. Il m'a fait une musique aussi. Il m'a carrément fait une chanson. Il m'a demandé de choisir un thème. J'ai choisi la pop. Après, il m'a demandé mes passions, mes hobbies, plein de choses. Et en fait, il m'a carrément écrit une chanson au nom de Cécilia, tout ça, qui aime voyager en anglais et tout. Elle était pas mal. Et il m'a dit qu'il allait que si je voudrais, il me l'enverrait en MP3. J'ai complètement oublié de lui demander. Non. Au début, je voulais lui demander, mais après, je me suis dit, ah, c'est bon, il y a le temps, plus tard, tout ça. Après, j'ai vu qu'il avait des rendez-vous d'affaires. Au lieu de lui demander juste avant qu'il reparte, j'ai complètement zappé. Et la dernière semaine, il était pas là. Dernière semaine, malheureusement, il était pas là. Et même le livre qu'il m'avait prêté, j'ai dû le donner au manager et tout. Après, je leur ai donné un jeu de cartes de la Méditerranée que j'avais pris ici à Montpellier. Enfin voilà quoi, les filles de service, elles étaient cool. Des fois, on les aidait avec la dame kenyane pour le ménage. Moi, des fois, je faisais la vaisselle pour les aider. Il y avait quoi d'autre aussi? Ouais, vraiment, il y avait pas mal de choses. Hein. C'était vraiment intéressant. Il y en avait une qui était musulmane, qui priait, des fois qui